Alors en fait, on ne peut rien vraiment expliquer de ce langage parce qu'on est sur juste des hypothèses qui sont liées à l'observation. On ne peut connaître ce langage qu'à partir du moment où on voit ce qui apparaît, en fait. Et en même temps, de ce qui apparaît, on peut peut-être avoir une idée de ce langage, c'est-à-dire qu'il répond à plusieurs questions. Ce que crée le langage, ça on le voit apparaître, c'est quoi ce langage, pourquoi ce langage, comment ce langage, ce qu'il nous dit donc, comment il nous le dit, pourquoi il nous le dit, ce qu'il nous dit, quand il nous le dit et où il nous le dit. Un langage, par définition, ça raconte une histoire et peu importe le biais que ça prend pour raconter une histoire. On a le langage parlé avec différentes langues, mais on a le langage aussi, je dirais, du silence. On peut parler avec les mains, etc. On a ce qu'on appelle le langage du corps. Le langage du cœur. Le langage du cœur, tout à fait. On a donc un langage qui est à la fois, je dirais, bruyant et un autre qui est silencieux. Mais on a d'autres types de langages. On a des langages des mathématiques, on a des langages sous toutes les formes. Donc un langage, ça raconte quelque chose. Ça raconte une histoire. Et ce qui nous intéresse, nous, je dirais au premier abord, c'est plutôt le langage qui fait apparaître les choses. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le langage de la matrice. C'est probablement ce que recherchent tous les scientifiques aujourd'hui, notamment les physiciens, c'est-à-dire de trouver ce langage qui permet de rassembler la façon qu'a de la réalité, le champ quantique, de créer du plus petit au plus grand, je dirais, ce qui apparaît. C'est-à-dire de trouver une formule mathématique, donc un langage, qui serait là sous forme d'équations et de chiffres, et qui permet justement de donner une formule qui, du plus petit au plus grand, fait apparaître les choses. Alors, est-ce que dans notre quotidien, finalement, ce langage qui est celui de la matrice, appelons-le avec les mots qui vont bien, est-ce qu'à travers ce qui apparaît, on peut déduire ce langage invisible? Alors, avec beaucoup de prudence, on peut dire et de réserve, on peut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut voir après l'interprétation qu'on va en faire. C'est toujours de l'ordre du liquide, mais on peut dire certaines choses déjà. On peut dire que ce langage, quelque part, il va nous permettre de décoder, et ça, je dirais, toutes les sciences aujourd'hui travaillent dans ce registre. Ce langage peut être décodé dans ce qui se passe de manière visible, c'est-à-dire au titre du langage du regard liquidien. Alors, c'est peut-être pas clair, mais je dirais aujourd'hui, un langage qui serait associé à ce qui apparaît, c'est un langage qui va mettre en évidence les choses qui sont causées les unes par les autres. C'est un langage qui est causal. C'est un langage qui va dire comment les formes sont constituées. C'est un langage qui va parler de comment le temps apparaît. Je donne des exemples. Et tout ça va constituer, je dirais, le langage que nous donne le regard liquidien. C'est-à-dire qu'on va être capable, via un langage, de dire la vie fonctionne comme cela, et au niveau biomécanique, au niveau biochimique, au niveau nerveux, on peut dire que la vie fonctionne comme cela. Donc ça, c'est vraiment le langage du regard liquidien. Mais il y a un autre langage, qui est un langage qui, cette fois-ci, est invisible, et qui préfigure ou qui prédestine ce qui va apparaître. Et ce langage invisible, il est non causal, il est intemporel, et il est sans forme, il n'a pas de direction, et puis j'oublie plein de choses encore, mais qui vont, je dirais, dans le même sens. Et ce langage-là, c'est un langage qui nous concerne de prime abord, parce que ce langage, il nous envoie des messages en permanence. Il nous envoie un message qui est simple, qui est, si je puis dire ça comme ça, la réalité, elle apparaît pour nous montrer quelque chose,
pour désigner quelque chose. Dans le regard liquidien, on va juste s'intéresser au contenu de la réalité. Les formes, les causes, les résultats, les conséquences, etc. Le temps. Hein. Mais dans ce langage qui est celui de l'invisible, en fait, on va plus s'intéresser, et c'est là où ça devient passionnant, à qu'est-ce que veut nous montrer le langage invisible en faisant apparaître des formes du temps et de l'espace, du sens, des causes, des conséquences. Qu'est-ce qu'il veut désigner? Et ça, ce langage, on l'a oublié, c'est celui de l'enfant. Au moins jusqu'à l'âge de 2 ans. Enfin, au plus, jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce qu'après, on va basculer dans un langage qui est plutôt un langage liquidien, et qui va avoir des causes, des formes, etc. Donc ce langage qui est celui de l'invisible, c'est un langage qui est là pour désigner quelque chose. Et il est probable que ce langage désigne en permanence la réussite du vivant, c'est-à-dire la permanence de la vie, l'éternité de la vie. Certains diraient le divin, l'éternité de Dieu, etc. Donc on a 2 langages qui sont imbriqués. Un langage qui est avant le liquide, avant que le liquide exprime un message, qui va se transformer en un langage que l'on parle. On a d'abord un langage du corps, avec des messages biochimiques, biomécaniques, nerveux, etc. Puis on a un langage parlé. Ce langage parlé aujourd'hui, il est binaire, linéaire, et il va tout le temps dans une direction. C'est-à-dire qu'en fait, il exprime le besoin d'aller ailleurs que d'être là. Donc il exprime un mouvement, c'est-à-dire le besoin de s'échapper d'une contraction liquidienne que l'on sent dans l'espace. Donc ce langage qui va sans cesse ailleurs, c'est le langage, on peut l'appeler le langage de l'ailleurs, c'est un langage qui est linéaire et binaire. Pourquoi? Parce que, en fait, le mode de fonctionnement de nos liquides est un mode de fonctionnement binaire et linéaire. Ce qui nous pose la question de est-ce qu'on pourrait avoir un autre type de langage dans le silence des liquides? Et que ce langage qui serait le silencieux du liquide et qui ne nous enverrait pas des messages binaires et linéaires pourrait s'exprimer d'une autre forme, peut-être avec le corps, peut-être avec la conscience, qui nous raconte une histoire en permanence. C'est le langage de la vie. La conscience nous raconte une histoire en permanence par un film qui apparaît dans notre fenêtre d'apparition. C'est aussi ça le langage. Donc on parle une certaine langue, et dans toutes les langues, je dirais quasiment, hein, on a des particularités dans certaines langues où en fait le temps n'est pas le même, l'espace n'est pas le même, le sens n'est pas le même, les directions, et c'est lié probablement aussi à des liquides qui sont différents. Donc, on a cette première sphère du langage, et qui est intéressante peut-être à imager, c'est de dire, on a des liquides qui fonctionnent d'une certaine façon, donc on a une certaine façon de s'exprimer au niveau du corps, au niveau de la conscience, au niveau des mots, et d'autres formes de langage qu'on a ici dans le visible. On a le langage qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est un langage invisible, qui fait apparaître les choses. Alors ça, c'est passionnant, parce que on ne peut déduire ce langage qui fait apparaître les choses qu'en fonction de ce qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a un moment de jaillissement dans le champ, on peut appeler ça une apparition, qui fait apparaître toute chose, sans séparation entre les choses, sans séparation entre les événements, sans séparation entre les personnages. Et ce langage-là, en fait, c'est le langage de la vie, c'est le langage de la lumière, c'est le langage du divin, c'est le langage qui fait que la lumière absorbée par le liquide dit au liquide d'une cellule du foie, tu dois te comporter comme une cellule du foie. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne? Cette lumière-là, elle a son langage, et le langage va être déformé en partie par le liquide. Si le langage n'est pas déformé, le message n'est pas déformé par le liquide, eh bien, c'est le langage de la lumière que va recevoir la cellule du foie et qui va savoir ce qu'elle a à faire.
Mais si le langage, ce message de la lumière est déformé en partie par un liquide qui est contracté, et bien la cellule du foie, en fait, son message, le message va être parasité. Et donc tout l'objet aujourd'hui de l'humanité, c'est de retrouver ce langage de la matrice qui ne serait pas déformé par le liquide et qui permettrait de communiquer directement avec la vie et directement avec Dieu. Ça veut dire qu'au quotidien, ce langage invisible, qui est celui de la matrice, du chant, qui est un langage silencieux, nous envoie des messages qu'aujourd'hui, on ne sait plus décoder parce que nos liquides déforment ces messages. Donc on croit entendre des messages, je pense au médium, au canal, qui en fait restituent ces messages qui sont sans cesse déformés par les liquides. Mais quel est le message d'origine et comment fonctionne ce message? Est-ce qu'il a des codes? Est-ce qu'il a un pourquoi, un comment? Est-ce qu'il a un quand? Est-ce qu'il a un où? Est-ce qu'il a un quoi? Et quelles sont les réponses à ces questions pour ce langage invisible? Donc on a deux dimensions qui communiquent, qui ne fonctionnent pas de la même façon. Un langage invisible, qui est celui du vivant et de Dieu. Un langage liquidien, qui fait comme il peut pour comprendre et décoder ces messages. Et puis on a le langage aussi qui permet de dialoguer entre les deux. C'est fou, hein, parce que quand on s'intéresse au langage de la matrice, on voit qu'il y a différents niveaux de langage. Et quelle est en fait la passerelle qui permet en fait de faire un lien entre ce langage invisible et ce langage tel qu'on restitue, qui va nous faire sortir des mots, qui va actionner des processus nerveux, biochimiques, biomécaniques, etc. Comment ça fonctionne, tout ça? Mais ça veut dire que derrière, il y a des enjeux comme, par exemple, entre guillemets, comment je dialogue avec la vie sans que ces messages soient déformés? Comment je comprends le sens de la vie que m'envoie la vie en permanence sans que mes liquides le déforment? Comment je comprends le message que m'envoie la vie en permanence sur mon identité, ce que je suis, où je vais, d'où je viens, sans que le liquide déforme ces messages? Comment je comprends le message que m'envoie la vie qui me montre comment aimer les choses sans que ce message soit déformé par mes liquides, etc. On voit véritablement qu'il y a quelque chose qui devient passionnant. Est-ce qu'on peut retrouver ce langage d'origine? Ce langage qui n'est pas linéaire, qui n'est pas binaire, qui n'est pas dualiste, qui n'est pas temporel, qui n'est pas causal. Et si en retrouvant ce langage, on peut profondément aimer tous les événements qui se présentent. L'enjeu est là, et on peut peut-être, pour l'instant, poser ce postulat que ce langage de l'invisible qui fait tout apparaître est porté par l'amour, et que aimer est ce langage. Et il est probable que ce soit véritablement le grand défi de l'humanité à venir, d'être capable de décoder ce langage, parce que si on est capable de décoder ce langage, ça veut dire que probablement on est capable aussi d'exploiter son énergie, que certains ont appelé l'énergie libre, et on est capable de créer une société qui n'a rien à voir, rien. On a de l'énergie à profusion, on ne se transporte plus dans des véhicules qui fonctionnent soit par mer, soit par, soit par terre, et même dans l'air avec d'autres façons de concevoir aussi la propulsion. On n'est plus du tout dans la même société. Donc, l'enjeu de ce langage, il est énorme. Et ça rejoint le travail des scientifiques qui essayent par des équations et mathématiques de faire un lien entre, je dirais, ce qui apparaît dans l'infiniment grand et ce qui apparaît dans l'infiniment petit. Donc on est sur, entre guillemets, un enjeu de taille qui nous amène à savoir comment vivre avec ce monde qui apparaît. Ce langage qui est invisible fait apparaître un monde, et comment on peut arriver à vivre avec ce monde tel qu'il apparaît aujourd'hui, qui n'est pas un monde, un monde on attend un monde rêvé qui devrait apparaître à un moment, mais c'est le monde qui apparaît, c'est celui-ci. La vie nous dit ce que tu dois vivre, le monde dans lequel tu dois vivre, et qui est le monde de rêve de la vie, c'est celui-ci, c'est celui qui apparaît.
Est-ce qu'en retrouvant ce chemin de ce langage, on peut apprendre à vivre avec ce monde? Et bizarrement, ce langage est très paradoxal dans l'invisible. C'est-à-dire qu'en fait, ce langage dans l'invisible, il est paradoxal, c'est pour ça qu'on l'a appelé paradoxal, parce que lorsque l'on reste avec les difficultés, elles se dissolvent dans l'espace. C'est tout le paradoxe de la vie, où quand la vie s'arrête, elle se rappelle à son souvenir. C'est dans l'absence de la vie, qui est perçue, je dirais, dans ce regard liquidien, c'est dans l'absence de la vie que la vie est à son firmament, c'est dans l'absence de Dieu qu'on croit percevoir que Dieu est le plus présent, parce qu'on pense fondamentalement, tout à coup, à lui. Voilà un petit peu, je dirais, tous les tenants, les aboutissants. Il y en a encore plein d'autres qu'on découvre au fil de l'eau. Mais vivre et retrouver le chemin de ce langage invisible qui crée toute apparition, c'est probablement, je dirais, un grand saut de l'humanité à venir, et c'est peut-être le prochain.